ce sujet qui est un sujet en complète évolution, et c'est pour ça que c'est un véritable challenge, moi, Amadou, de nous avoir demandé de faire en moins d'une heure, si je comprends bien maintenant, 3/4 d'heure, un panorama des Smart Cities, un panorama en particulier concernant le rôle de la Smart Cities dans le développement durable. Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on peut dire que l'ensemble de la planète s'est emparé de ce sujet. On constate qu'on a beaucoup parlé des infrastructures, on en vient maintenant à véritablement des logiques de cités qui sont des laboratoires d'innovation. Et la première question que j'aimerais adresser à nos différents panélistes, qui sont tous des experts, finalement, existe-t-il, selon eux, un modèle de Smart Cities? On a vu notamment une présentation brillante qui a été faite des fonctionnalités d'une ville qui se promet justement d'être dans ces dynamiques de la Smart Cities. Mais qu'en est-il? Est-ce que la Smart Cities est un buzzword? Est-ce que c'est finalement une thématique à la mode? Ou est-ce que ça répond à des points communs, à une ambition commune? Et je propose à Guillaume Boudin, donc le directeur général de Sofrecom, qui est une filiale d'Orange, vient peut-être de nous donner son expérience par rapport à ces différents modèles qui peuvent exister. Guillaume. Merci Jacques. Alors sur la définition de Smart Cities, alors on peut voir beaucoup de définitions. Si l'on veut faire simple, je dirais que c'est une ville qui allie innovation et développement durable pour l'épanouissement de ses citoyens et le développement de ses entreprises. Et donc ce concept peut s'appliquer, je pense, dans toutes les géographies. Par contre, je pense qu'on l'a bien vu aussi ce matin, il y a des probabilités, des spécificités très fortes en Afrique qu'il faut adresser, et notamment autour de la croissance urbaine. Et donc aujourd'hui, dans les villes africaines, donc il y a plus de 500 millions d'habitants, ce qui est déjà important, et cette population, elle va doubler. Elle va atteindre le milliard de personnes, donc à horizon 2040. Voilà. Mamadou aussi l'a cité ce matin. Si on regarde le Sénégal et Dakar, il va manquer à horizon 2030 1 million de logements. Donc une problématique autour de l'urbanisation qui est extrêmement importante. Et derrière ça, on l'a entendu aussi ce matin, donc à travers les différentes présentations, des problématiques d'infrastructures de transport qui sont saturées. Derrière ça, on peut aussi imaginer des niveaux de pollution importants, des problématiques aussi d'approvisionnement de l'électricité, de l'eau, des coûts de la vie en centre-ville qui sont relativement importants, et donc les prix, et donc indiqués à Diamiano aussi, sont particulièrement intéressants par rapport à Dakar, on l'a vu ce matin, et donc en Afrique, au Sénégal, donc typiquement aussi, des problématiques spécifiques qui sont adressées par ces Smart Cities, et on l'a vu aussi, derrière ces problématiques d'urbanisation, une volonté très forte du développement économique. Merci. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre panorama global des Smart Cities, peut-être pas seulement en Afrique, mais en comparaison aussi de ce que vous avez pu voir sur d'autres continents? C'est Smart Citizen. Parce que c'est bien de parler d'infrastructure, c'est important, modèle économique, etc. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des citoyens dans cette Smart City. Et pour faire une comparaison, j'étais il y a un peu de temps en Chine, ils construisent des belles Smart Cities, pour l'instant, qui sont vides. Mais c'est assez impressionnant, on se croirait dans un film de science-fiction, c'est entièrement construit, c'est d'énormes bâtiments, et quand on leur dit, oui, mais il n'y a personne, ils disent, c'est pas grave, on forcera les gens à venir. Bon, c'est un modèle, là, c'est peut-être le modèle chinois. Je ne suis pas sûr qu'en Afrique ça marche aussi facilement, et dans d'autres continents non plus. Mais je pense que c'est une question clé. Une ville sans habitants, ça existe. Aux États-Unis, il y en a, c'est des villes fantômes. C'est le Far West, ça vous rappelle peut-être quelques films. Donc c'est une vraie question. C'est aussi comment, et pour répondre à la question démographique que Guillaume a évoquée, comment on fait venir, pas forcément manu militari, mais de manière un peu voulue, des citoyens, et qu'est-ce qu'il aurait proposé. Et au-delà des questions d'infrastructure, autour de la table, il y a des gens brillants qui vont en parler, c'est aussi les services qui leur seront proposés, dont un qui est important en Afrique pour la classe moyenne, c'est la formation. Donc il y a aussi beaucoup d'enjeux autour des Smart Cities, sur les pôles d'éducation, aussi bien avec petites écoles, collèges, lycées et enseignement supérieur. Et derrière, c'est la question des emplois. Parce que le vrai enjeu, notamment en Afrique, où il y a effectivement la croissance démographique que tout le monde connaît, et également le fait qu'aujourd'hui, il y a encore une majorité d'Africains qui sont en zone rurale, ce ne sera plus le cas en 2040. L'effet qu'il faut éviter, qui est un effet qu'on a vu en Amérique latine, pour prendre un autre continent, c'est que les gens viennent dans les villes et se retrouvent sans job. Et qu'en fait, ça fasse exploser un chômage qui après génère, non pas des gens qui restent dans la ville, mais qui vont à l'extérieur, et des bidonvilles, et tout ce qu'on connaît. Donc je pense qu'un vrai enjeu aujourd'hui, au-delà de la technologie, au-delà des infrastructures, c'est comment, et avec la dimension smart, et donc la connexion, le digital et autres, on attire, je dirais sans efforcer, des citoyens,
On leur propose bien sûr tous les services dont on parle dans les Smart Cities, qui ont été évoqués ici, la mobilité et autres, mais aussi les formations pour les enfants et également pour les adultes, formation professionnelle, et les emplois qu'il y a derrière. Si on n'a pas ce trio magique, la Smart City peut finir ville fantôme, y compris en Chine. Stéphane Lelux, vous êtes effectivement le PDG de Tactis, mais vous participez aussi à Infranum. Donc quand on parle d'infrastructure, il est normal de vous demander aussi de prendre cette casquette Infranum. Quel regard vous portez justement sur désormais cette vague qui a été très polarisée sur les infras et puis qui embarque dans une volonté inclusive, dans une volonté, comme cela vient d'être dit aussi, d'embarquer l'éducation, notamment l'attractivité du territoire. Quel regard vous portez sur les infrastructures dans les Smart Cities ? Merci Jacques. Effectivement, comme Lila d'ailleurs, je suis au sein de l'Infranum. Alors je vais prendre deux casquettes, puisque le président de l'Infranum n'a pas pu se joindre à nous et il s'en excuse, il aurait bien voulu être là. Infranum, en fait, c'est un peu plus de 200 acteurs de l'infrastructure numérique en France, depuis, on va dire, l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'aux exploitants de réseau, en passant par des intégrateurs. Voilà, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus, mais Infranum a, entre autres, comme vocation, au-delà de ce qu'on fait en France, aussi à essayer, on était à Abidjan ensemble il y a quelques jours, pour essayer de tisser des liens aussi avec des partenaires en Afrique, pour accompagner cette transformation digitale par des partenariats dans la formation, puisqu'en fait, il y a besoin aussi d'avoir toutes les filières qui s'approprient ces transformations, donc c'est aussi une des vocations d'Infranum. Moi, je préside la commission internationale, et puis il y a des tas d'autres actions qui sont menées, dont une commission sur la Smart City. Tactis, en un mot, Tactis, c'est un groupe d'assistance à maîtrise d'ouvrage, conseil que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans, qui est leader en France sur l'aménagement numérique du territoire, et on intervient depuis un peu plus d'une douzaine d'années sur des questions qu'on va appeler de Smart City, en France et à l'international, notamment en Afrique. Je pourrais revenir dans des échanges. Ce qui est important par rapport à ta question, c'est effectivement, finalement, ce débat un peu récurrent de faut-il les infrastructures ou les services en premier, etc. etc. C'est un peu la quadrature du cercle. J'aurais tendance à dire que tout commence par l'infrastructure, mais l'infrastructure n'est pas la finalité. À partir du moment où on a bien ces deux notions en tête, je pense qu'on ne se trompe pas. On peut difficilement se tromper. C'est évident qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, de mobilité, etc., mais si on n'a pas de route et pas d'électricité, la mobilité, c'est compliqué. Même la mobilité sans déplacement, puisque la notion de mobilité, c'est bien sûr aujourd'hui du télétravail, etc., mais si on n'a pas d'électricité, pas de réseau de télécom, on ne peut pas faire du télétravail. Et si on n'a pas de mobilité physique, pas d'aéroport, pas de port, etc., on ne peut pas faire de commerce, on ne peut pas accueillir des gens pour faire des conférences internationales. Donc on est bien dans, en fait, finalement, une interdépendance entre l'infrastructure et les finalités qu'on veut atteindre. Et ça, je pense, c'est la première notion. Et ce que je mettrais, moi, dans le vocable du bon sens. Peut-être que le premier adjectif que j'associerais à la Smart City, c'est une approche de bon sens. Finalement, on n'invente rien. Les cités antiques avaient du bon sens. Est-ce qu'elles étaient smart, les cités antiques ? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Donc, en fait, nous ne sommes que des héritiers du XXIe siècle, de la Smart City, de l'Antiquité, et puis de la plaine mésopotamienne, hein, je veux dire, là où les villes sont nées, puisque la cité est arrivée avec finalement je veux dire, le développement de l'agriculture et le fait qu'on est passé de chasseurs-cueilleurs à des agriculteurs. Et c'est pour ça que quand je vois qu'on parle de mines type Rungis à côté de Diamniadio, je trouve que c'est un bon écho à ça. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui y vivent, qui doivent se nourrir, et les villes qu'on avait spécialisées peut-être dans l'ère industrielle, c'est fini. Hein, ces villes qui sont faites pour produire, d'autres qui sont faites pour dormir, d'autres qui sont faites pour éduquer, etc., etc. Ça, c'est pas des smart cities. Et donc, en fait, je renvoie à l'époque mésopotamienne. Je pense qu'à l'époque, on faisait des smart cities parce qu'effectivement, on produisait, on consommait, on vivait, et pour le moment, on éduquait, puisqu'on avait des premières tablettes pour l'écriture à l'époque cunigraphique. Voilà, bon. Donc voilà, premier élément, le bon sens. Deuxième élément, je dirais, c'est le mieux vivre. Si on fait une smart city, c'est pour mieux vivre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc le mieux vivre, ça veut dire qu'effectivement, on doit avoir des services, on doit avoir de la qualité de vie derrière tout ça,
Et c'est vrai que les proximités qui ont été évoquées dans les présentations, elles me parlent, moi en tant que citoyen, là, pas en tant que conseil ou expert, parce que c'est qu'un expert. On est tous des experts de quelque chose dans nos vies. Déjà de nos enfants, on essaye de ne pas se tromper. Pour nos enfants, c'est déjà le premier objectif. Et puis après le reste, on essaye d'aider nos clients, nos amis, etc. Donc cette notion de mieux vivre, pour moi, elle est fondamentale. La troisième notion, et je m'arrêterai là, c'est le vivre ensemble. Parce que ça, c'est quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, le dialogue, c'est pas toujours quelque chose de naturel et de simple chez nous, les humains. Donc il faut aider à ce que ce mieux vivre ensemble, et j'aime bien aussi cette notion de mixité qui a été beaucoup citée depuis le début de la conférence. C'est très important, cette mixité qui assure ce mieux vivre ensemble. Pas de ghetto. Alors, il n'y a pas de ghetto dans les fonctionnalités, il ne doit pas y avoir de ghetto social et sociétal. Et je pense que, voilà, le bon sens, le bien vivre, le mieux vivre ensemble. Voilà, c'est déjà pas mal si on fait ça. Merci. Daniel Sarr, vous représentez GAIND 2000, vous êtes une entreprise technologique. Donc, la Smart Cities, on a parlé infrastructure, on a parlé effectivement de la complémentarité, d'une vision. En quoi la technologie répond-elle à ce besoin aussi de réinventer la ville? Je vous remercie, mais avant de répondre, peut-être rebondir un peu sur les discussions de mes prédécesseurs. Je pense qu'en Afrique, un des mots-clés, c'est le mieux vivre, parce qu'on a assisté à des explosions urbaines, donc un rythme d'urbanisation effréné pendant des années qui n'a pas pu être maîtrisé, qui a plus été subi qu'autre chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des fondamentaux qui restent difficiles, l'accès à l'eau, à l'électricité, un réseau de qualité, donc c'est un véritable problème. Et donc, dans ce contexte-là, la Smart City et l'émergence de nouveaux pôles urbains sont censés créer des appels d'air. Et donc, derrière, en plus, l'autre élément qui va être compliqué, c'est qu'on n'aura pas le droit de développer nos villes et nos pôles urbains comme les autres l'ont fait, comme l'Asie et tout, parce que les contraintes climatiques deviennent de plus en plus strictes et les ressources en plus se raréfient. Donc je pense qu'un élément important, c'est le mieux vivre. Et donc ce mieux vivre-là dans ces villes, dans ces nouveaux pôles urbains, on a espoir que la technologie le permette. Mais si on le voit uniquement sous l'angle de l'investissement en termes d'infrastructures, on va créer des villes mieux équipées. On ne va pas créer forcément des smart cities. Et donc, l'aspect smart qui va recouvrir ces villes, je pense qu'il doit d'abord être au niveau de la planification de la ville. Et je sens dans les interventions précédentes qu'il y a de bonnes idées en termes de planification. Mais surtout après, une fois que la ville sera mise en place, dans l'orchestration et dans la vie et dans l'ensemble des services qui vont être dans cette ville-là. Et là, je pense que tout le défi est là. On sait planifier, on sait développer, mais après, comment on orchestre tout cela pour le rendre cohérent, pour que la ville soit fluide, qu'il y ait des services de qualité et que ce mieux vivre évoqué soit une réalité. Je pense que tout l'enjeu est là et il y a de gros espoirs pour que la technologie le fasse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs africains qui ont commencé à réfléchir à des solutions pour permettre ce mieux vivre. Guillaume, dans les chantiers que vous êtes amenés à accompagner, est-ce que vous constatez, comme nous le constatons au sein de Village DigiWorld, sur notre activité de conseil pour la mise en place non seulement de Smart Cities, mais aussi de Smart Territories, et puis d'accompagnement aussi de projets du gouvernement, est-ce que vous constatez qu'il y a, justement dans cette nécessité de méthode qui était donnée auparavant, une nécessité peut-être aussi d'une clarification de la vision et du rôle des différents acteurs qui vont intervenir. Et comment vous positionnez-vous en tant qu'intervenant dans la création de cette chaîne de valeur? Alors, je parlerai des prestations de Sofricom et du groupe Orange dans un deuxième temps, mais pour répondre à ta question, Jacques, et dans les clés de succès aussi d'une Smart Cities, donc on a parlé capacité de gestion des infrastructures, de délivrer des services qui améliorent la qualité de vie pour mieux vivre, ça a été dit plusieurs fois ce matin. Il y a un deuxième point qui me semble très, très important, c'est la capacité à attirer donc, tous les acteurs de la ville. Alors les citoyens bien sûr, mais aussi les entreprises, les commerçants, les startups, les écoles, les centres de formation, les acteurs de la santé, donc on l'a vu aussi dans les slides, donc les attirer. Et pour éviter ce que disait Jean-Michel aussi, le syndrome du ville-vie. Donc il faut les attirer. Et le troisième point derrière, et là on en parle moins de celui-là, mais ça me semble aussi très important, c'est la capacité à s'adapter au cours du temps.
capacité à s'adapter au cours du temps et créer avec tous ces acteurs un écosystème agile qui puisse gérer les imprévus. Il y a toujours des imprévus malgré toutes les planifications de tous les cabinets réunis. Donc un écosystème agile et qui puisse s'adapter au cours du temps. Et au final, hein, donc l'homme est toujours au cœur des smart cities, des villes intelligentes. Est-ce qu'il y aurait un risque de créer à partir des smart cities justement une augmentation de la rupture entre d'une part la périphérie et les grandes mégalopoles, les grandes oligopoles? Autrement formulé, est-ce que la smart cities ne peut pas constituer un risque pour une augmentation de la fracture numérique avec les autres zones, et comment faire pour qu'effectivement ce ne soit pas le cas? Et c'est un vrai enjeu. Encore une fois, aujourd'hui, 60% des Africains vivent en zone rurale, si je prends le cas de l'Afrique. Donc ça veut dire que c'est très bien d'investir dans les villes, c'est très bien d'investir d'un point de vue technologique, infrastructure et autres, mais il ne faut pas oublier l'importance des zones rurales pour l'Afrique, à la fois en termes d'habitation et de lieu de vie pour les habitants, mais aussi d'un point de vue économique et alimentaire. Il y a une vraie question dans beaucoup de pays sur l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, qui aujourd'hui apporte, même dans des pays où ils pourraient être autosuffisants, beaucoup de matières comme le riz par exemple d'Asie, avec des acteurs asiatiques qui sont en train de dire dans 10 ans on ne le fera plus parce que nous-mêmes devons être autosuffisants. Donc il y a une vraie question en termes alimentaires, on pensait que c'était derrière nous, c'est pas le cas, sur l'Afrique, donc les zones rurales sont importantes. Et effectivement, les smart cities, c'est des vrais enjeux d'innovation. L'exemple qu'on a vu ici, moi je trouve très bien, mais il ne faut surtout pas effectivement créer cette rupture entre des villes qui seraient harmonieuses, vivre ensemble, mieux vivre, et puis des zones rurales qu'on laisserait dépérir. Or, hélas, c'est un vrai risque. Donc c'est quelque chose de très importante, parce qu'on voit que même les acteurs privés qui investissent, ils vont faire un effort plus grand dans les zones urbaines, c'est partout non d'ailleurs, que dans les zones rurales. J'ai eu une discussion encore récemment avec des gens dans les télécoms, dans le retail. Quand j'en parle des zones rurales, il y a des yeux au ciel, ils disent 75% de l'activité, elle est naturellement concentrée. Il y a un effet de concentration dans les villes. Donc je pense qu'il y a effectivement un enjeu. L'intérêt du smart, encore une fois, tout ce qui est de connectivité et autres, c'est que ça peut permettre quand même de faire des choses intelligentes. Et de gérer peut-être intelligemment aussi le fait que des choses structurées dans les villes puissent aider les zones rurales. Aujourd'hui, il y a un grand enjeu à gérer toute la chaîne logistique dans le monde agricole. Et c'est vrai que on entend souvent, ça serait bien que tous les agriculteurs aient un smartphone avec plein d'applications. C'est pas encore fait, faut être honnête, il y a encore du travail. Par contre, de dire, équipons de manière intelligente les meuniers, quand je parle par exemple dans l'agriculture, qui eux peuvent être dans les villes, et peut être le réseau qui permet d'être en lien avec les zones rurales, là il y a peut-être quelque chose à faire. Donc oui, c'est un risque, pas au niveau de la smart city elle-même, mais au niveau de l'équilibre global des pays, et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Par contre, il peut y avoir une chance en disant, si on est intelligent et qu'on utilise quelques éléments des pôles urbains pour être les relais vers les zones rurales, on peut réduire cette fracture. Mais c'est un vrai enjeu, je ne suis pas sûr qu'il soit entièrement bien compris par tout le monde. Daniel, en ce qui concerne justement une entreprise comme la vôtre, et notamment dans la partie last mile avec les guichets que vous pouvez proposer, comment est-ce que vous vous intégrez? Quel est le rôle d'un acteur privé comme le vôtre pour cette création de smart cities et voire de smart territories? En fait, juste rappeler que Gaindé 2000 est une entreprise sénégalaise qui intervient principalement dans la dématérialisation de processus administratifs. Et donc, l'idée derrière, c'est d'apporter beaucoup de facilité pour les usagers, notamment des services publics, qu'ils n'aient pas à faire le parcours du combattant chaque fois qu'ils ont des démarches à faire. Et donc, ce métier ramené aujourd'hui dans une vision de Smart City, je pense qu'on est vraiment au centre de la problématique. Tel que je le vois, aujourd'hui, dans de nombreuses villes africaines, on est dans une logique vraiment du fournisseur de services qui impose ses procédures, et impose le mode de consommation aux usagers. Donc par exemple, vous voulez payer votre facture d'électricité, il y a des agences qui sont placées à des endroits spécifiques, vous devez vous déplacer. Pareil pour l'eau, pareil pour les procédures administratives. Donc où les gens passent leur temps à se déplacer, ce qui se fait qu'il y a une grande économie des coursiers en ce moment dans beaucoup de villes africaines. Dans une logique smart, je pense qu'il faut inverser le paradigme et donc partir du consommateur et de ses besoins. Et donc obliger un peu, entre guillemets, tous les fournisseurs à s'adapter à cette réalité-là. Et donc construire des services en partant du consommateur et arriver par exemple à monter des marketplaces de services
où les différents fournisseurs, en fonction de leur niveau de préparation, viendraient s'intégrer et donc permettre aux usagers d'avoir des expériences simples et fluides dans la vie. Donc on est en train de monter cela du point de vue du citoyen, mais également du point de vue de l'entreprise, permettre que sur la plupart des démarches, qu'on puisse fonctionner de manière dématérialisée et ne pas avoir besoin de se déplacer à chaque fois qu'on veut rencontrer un acteur public ou un autre acteur privé. Si on devait tirer des leçons sur justement les clés de succès, même si on en abordait un certain nombre concernant cette nouvelle promesse ou cette promesse de création d'une nouvelle ville, si vous deviez retenir un critère de succès, quel serait-il? Un micro. Merci. Oui, déjà, il faut effectivement, on revient à l'infrastructure. Hein. Pas de micro, pas de réponse. Donc, peut-être pour, si tu veux bien ajouter, parce que je trouve qu'en tout cas le débat est très, très riche et je vous remercie de m'y avoir fait, en tout cas, participer, parce que je me retrouve bien dans cet échange et je trouve qu'il est passionnant. Par rapport aux clés de succès, je pense que malheureusement, enfin, je vais peut-être venir dans ma conclusion de propos, mais je pense que je crois que là-dessus, il faut être très modeste. Hein. Il faut savoir, je veux dire, s'adapter au cadre local, aux spécificités locales. Je pense que ce qui doit faire probablement la spécificité d'une Smart City, c'est la spécificité du territoire dans lequel elle se situe. Donc il n'y a pas une clé de succès. Je dirais que l'identité doit être renforcée par la Smart City. Finalement, c'est un révélateur, la Smart City. C'est pas un transformateur au sens je deviens un consommateur de Coca-Cola, de McDonald's, excusez-moi de faire de la publicité, de divers produits qu'on nous a déversés depuis quelques multinationales globales. Le succès, ce qui est dans les spécificités culturelles, économiques, sociétales, locales. Ça, pour moi, c'est un vrai succès. Et une Smart City à Diamniadio, ça doit être une Smart City qui est différente de celle qui va être à Layoum, un peu au nord, sur les rives de l'océan Atlantique, ou à Casablanca, ou de l'autre côté, dans l'océan Indien, à l'île Maurice, encore autre en Arabie Saoudite, ou celle dont Jean-Michel parlait tout à l'heure en Asie, où on a plus de mal à s'y retrouver, nous, Européens, on va dire. Peut-être que les Asiatiques s'y adaptent mieux que nous, mais c'est vrai que voir des caméras partout dans tous les coins, c'est parfois un peu stressant. Mais bon, donc peut-être par rapport à ce qui a été dit aussi, j'aime bien aussi ce que Guillaume a dit tout à l'heure. Je pense que la résilience, c'est une dimension importante. Et quelque part, laisser la place aussi finalement à l'imprévisible. Haussmann, quand il a fait Paris, moi j'ai lu quelques documents sur Haussmann et c'est assez intéressant. Parce qu'Haussmann, il a quand même planifié, structuré, on a fait ce que disait tout à l'heure Jean-Michel en disant, voilà, on a des planifications stratégiques, on ne peut pas dire qu'il y a un plus grand planificateur qu'Haussmann, parce qu'aujourd'hui, hein, l'image de l'habitat parisien est standardisée, mais en même temps, chaque quartier, chaque rue a son identité. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et donc, il a laissé la place à cet inconnu. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il disait dans des écrits que j'ai eu le plaisir de lire il y a quelques temps, finalement, il avait laissé des grands espaces en disant, ça, c'est pour quelque chose qu'on ne sait pas, qui pourra se produire un jour. Et donc, il faut laisser la place à l'inconnu. Et puis, il se trouve que parmi les espaces qu'il a laissés, il y a la place qui a été utilisée pour le métro, quand on a dû déployer le métro, parce que les premiers plans d'Haussmann n'intégraient pas cette technologie qui n'existait pas. Et donc, le métro a pu se déployer parce qu'il a fait, au-delà d'un certain nombre de planifications, alors, je pourrais m'étaler là-dessus, mais c'est pas le sujet, moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la pensée Haussmann 2.0. C'est-à-dire, en fait, il faut garder cette place pour l'imprévu. Il faut arrêter de penser qu'en réunissant les sommités mondiales, locales, etc., on va penser à tout. Ça, c'est pas possible. Donc, comme on sait qu'on va pas pouvoir penser à tout, il faut laisser de l'espace à cette résilience, à cette imprévisibilité, à cette capacité d'adaptation. Et ça, c'est probablement le point le plus difficile. Parce qu'on a une sorte de tendance cartésienne, nous notamment les Français, à vouloir tout, voyez, tout dessiner à l'avance. D'ailleurs, les Anglais disent souvent qu'il y a la différence entre la régulation anglophone, enfin anglo-saxonne, et la régulation française. La régulation anglo-saxonne, elle est faite pour que, quand vous allez... Alors, c'est l'image du jardin. Le jardin à la française et le jardin à l'anglaise. Le jardin à l'anglaise, c'est quelque chose qui est fait pour être beau quand on se promène dedans. Donc, vous devez avoir des perspectives, des plans, etc.
Par contre, le jardin à la française, quand vous êtes dedans, vous ne comprenez pas. Parce que finalement, vous avez une sorte de mur, de verdure comme ça. Mais par contre, quand vous êtes en haut, vous regardez le jardin à la française, vous voyez des dessins magnifiques. Vous allez à Versailles, des tas de labyrinthes, des tas de figures, etc. Mais vous ne le voyez pas quand vous êtes en train de marcher dans le jardin. Donc, il faut trouver, c'était Parce que le roi ne marchait pas dans le jardin. le roi, il regardait de sa fenêtre le jardin qui lui avait dessiné, effectivement, le nôtre. Mais donc, en fait, la régulation est aussi une illustration de ça. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on définit telle ou telle règle, et c'est très structurant. Et ce que j'aime aussi avec Diamniadio, c'est qu'à Diamniadio, ils ont obtenu, alors ça c'est la puissance aussi de la proximité avec la décision politique, ils ont obtenu une forme de dérégulation d'un certain nombre de sujets, qui fait qu'ils ont le pouvoir, éventuellement, de changer un certain nombre de règles. Et ça, je trouve que c'est très, très, très innovant. Et il y a 2 pays, pour moi, qui sont très innovants par rapport à ça, peut-être succès en illustrant, c'est Singapour, parce que là, c'était une ville-État, et c'était très simple, la dérégulation, on change de règle. Si on considère que le bon sens fait que la règle, elle n'est pas applicable, pourquoi s'encombrer avec cette règle? En France, en général, la règle, elle perdure, parce que, comme on dit, la fonction crée l'organe, et une fois qu'on a une administration qui est faite pour faire fonctionner un organe, croyez-moi, la résistance de l'organe, elle n'est plus là pour savoir pourquoi elle est là, mais elle est là pour résister au changement. Et donc on est dans des mécanismes où il faut être en capacité de se remettre en cause. Et cette capacité de régler l'imprévu, de la résilience, et donc je dis Singapour, c'était simple, parce que comme leur finalité était prioritaire sur les règles, on a changé. Voilà. Et mon dernier exemple, c'est le Rwanda, qui a pris aussi sa finalité comme finalement prioritaire sur des rules, des règles, et donc on fait évoluer les règles pour que ça soit possible. Voilà. Oui, donc Stéphane l'a bien illustré aussi, l'a bien rappelé, donc toutes les spécificités locales, régionales qu'on peut trouver d'un continent à l'autre et même dans un continent donné. Par contre, je dirais quand même, s'il y avait, par rapport à ta question Jacques, s'il y avait un mot, un point, moi je parlerais d'épanouissement. Donc épanouissement, donc on va parler des situations, des citoyens, on va retomber sur le mieux vivre, donc tous les services qui vont améliorer la qualité de vie au jour le jour. Et puis pour les entreprises, un deuxième acteur clé, donc là on va regarder le développement économique, l'épanouissement pour les entreprises, c'est leur développement, leur croissance profitable et durable. Très bien. Nicolas Peut-être, juste, si je devais parler d'un mot-clé, ce serait peut-être l'ouverture. L'ouverture dans la mesure où l'État va jouer un rôle fondamental pour développer ce nouveau pôle urbain, mais après, derrière, dans sa vie et dans tous les services, arriver à s'ouvrir, notamment aux entreprises, aux partenariats publics-privés pour y arriver. Et dessus, par exemple, parler du tissu de start-up formidable au Sénégal, qui est en train de faire un travail incroyable sur beaucoup de problématiques. Par exemple, rien que dans ce domaine, il y a une start-up Innovtech qui a monté un prototype de circulation intelligente avec des feux à circulation qui s'adaptent au trafic. Parce que bon, si vous avez été à Dakar, personne ne respecte les feux. Donc ça marche avec de l'intelligence artificielle. Il y a une autre Innovel qui a été primée à de nombreuses reprises avec des poubelles intelligentes. Et une optimisation du circuit de ramassage des ordures. Les déchets sont un gros problème au Sénégal. Et par exemple, Sika Technologies aussi qui a réfléchi au parking, à un modèle intelligent pour justement que les gens payent les parkings, derrière que l'on rationalise l'espace disponible. Mais la caractéristique de ces 3 entreprises avec lesquelles nous travaillons dans notre incubateur, c'est que l'État leur a fermé les portes, en leur disant non, c'est des marchés publics, c'est etc., et on n'y arrive pas. Donc je pense que le partenariat public-privé permettra d'aller beaucoup plus vite, et donc le mot-clé, c'est l'ouverture, et ne pas se dire que c'est l'État qui doit être au début à la fin de cette Smart City. Il y a de nombreux acteurs, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui doivent prendre leur part, et je pense que le secteur privé doit occuper une part importante. Je rebondirai juste sur ce que vous venez de dire, parce que dans le cadre d'un Deep Dive Workshop que nous organisons avec nos membres, et qui réunit donc un ensemble à la fois de grands groupes et de start-up, le point qui est ressorti en effet sur un des critères qui permet aux villes nouvelles, aux smart territories véritablement de sortir du lot, c'est bien cette ouverture et cette innovation, et la logique justement d'intégrer en amont toute la capacité à embarquer des startups sur des projets qui d'ailleurs sont un peu fous parfois, qui peuvent apparaître comme étant complètement dérégulants, voire même un peu perturbateurs,
mais qui sont annonciateurs aussi de ce que vont vouloir faire les futures générations et puis même le présent actuel. Alors maintenant Jean-Michel, si on terminait sur la dernière clé de succès, tu choisirais quel terme? Je crois que tout a été dit, je crois que pour essayer de trouver un autre mot, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est sur mesure. Chaque Smart City est différente, ça Stéphane l'a très bien dit, on ne peut pas faire du copier-coller, et même au sein d'un même continent, voire d'un même pays, donc devoir dire je planifie tout à l'avance et tout est préparé, ça je pense que c'est un facteur clé d'échec. Et pour moi, chaque Smart City est aussi un laboratoire, on fait du test and learn, on voit des services qui peuvent intéresser les citoyens et d'autres non. Et à un moment donné, ça marche ou ça ne marche pas. Et c'est à la fois lié à la culture, au pays, mais également à la manière dont l'espace s'organise autour des Smart City. Donc on dit souvent que l'Afrique est très en avance sur certains points d'innovation. Pour moi, les Smart Cities, c'est des beaux laboratoires de l'Afrique. Parfait, merci beaucoup. Je crois, Mamadou, que tu souhaitais que l'on puisse avoir un échange interactif avec la salle. Je te propose. Dans la salle, on va interagir avec nos intervenants par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a une question qui a été abordée sur la spécificité africaine des Smart Cities. Je ne sais pas si tu l'as abordé parce que j'étais un peu absent. Est-ce qu'il y a une spécificité africaine en matière de Smart Cities? On en avait évoqué à Abidjan la semaine dernière avec Stéphane. On a évoqué plusieurs critères. Donc d'une part, la démographie, bien évidemment, qui était un des éléments importants. Le deuxième élément, et c'est un petit peu aussi ce que disait Jean-Michel, qui est le fait que l'Afrique a la chance, si on continue à être dans la doctrine de Denzou, sur la logique de ce fameux leapfrog, qui permet de rattraper du retard justement parce que, on part de terrains où on n'a pas l'architecture haussmannienne qui, aussi 2.0 fut-elle, impose un certain nombre de contraintes. Et en l'occurrence, une des forces qui a été évoquée, c'est notamment cette possibilité d'avoir un véritable laboratoire en étant très inclusif en amont, en ayant la chance d'ores et déjà de bénéficier de nouvelles formes d'industrialisation et de services que permet d'ailleurs le digital, et en n'étant pas forcément contraint par la vieille industrie. Donc, et ensuite, un élément qui est ressorti, si on veut faire la synthèse des débats qui ont été fort riches, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle. Quand on parle de l'Afrique, d'ailleurs, ne devrait-on pas parler des Afriques et de cette diversité qui permet d'assurer une très grande richesse. Et d'ailleurs, et tu ne m'en voudras pas de faire la pub de l'ouvrage que l'on va sortir sur Digital Book Africa, qui va permettre justement d'avoir une thématique consacrée à quels sont les modèles d'innovation, on tente de modéliser, les nouvelles créations de chaînes de valeur qui apparaissent en Afrique et qui, comme par hasard, sont pour beaucoup liées justement à ces open labs qui peuvent être ouverts dans des smart cities. Donc, les modèles, il y en a de nombreux. Une autre question qui concerne peut-être, est-ce que l'aspect smart n'est pas un luxe pour l'Afrique? Il y a des préalables, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de préalables. L'aspect smart cities n'est pas un luxe pour les Africains. De ce que l'on a entendu, mais on va redonner la parole à nos intervenants, c'est une contrainte démographique, on en a parlé tout à l'heure, mais pour aussi assurer, et c'était bien la thématique de ce panel, assurer un développement durable. Il y a peu de possibilités maintenant de continuer à penser les villes comme on les pensait, ne serait-ce même encore qu'au XXe siècle. Nous sommes d'ores et déjà dans une nouvelle approche. On a la chance, en plus, avec la technologie, que ce soit la 4G, la 5G à venir, que ce soit la fibre, d'avoir des tas d'opportunités qui s'ouvrent pour l'attractivité des territoires. On va parler des infras, il faut bien évidemment saisir ces infras, mais il faut aussi accompagner justement l'essor de tous les services. Et ces créations de chaînes de valeur sont absolument gigantesques. L'Afrique a la chance d'avoir une démographie qui est très importante, un niveau de vie, un niveau d'éducation qui va en augmentant et qui permettra sans aucun doute d'être un territoire très compétitif, un continent très compétitif. Je vois, Stéphane, que tu souhaites intervenir. Je dirais juste un mot, non mais effectivement, c'est un débat qu'on pourrait prolonger avec ceux qui sont ici présents après, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, bien évidemment que le continent africain, et non seulement, on l'a dit, a des retards sur notamment l'infrastructure, tout le monde le sait, et a cette démographie extrêmement forte. Mais l'Afrique, c'est une terre d'innovation, une terre qui aujourd'hui a transformé un certain nombre de métiers dans le monde. On le sait aujourd'hui, Orange a commencé à faire par exemple du
du mobile money en Afrique et aujourd'hui l'importe en Europe. L'innovation, elle ne vient pas d'un endroit du monde, elle naît partout. Et elle naît beaucoup en Afrique aujourd'hui. On parle de beaucoup de blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, je lisais un rapport nord-américain il y a quelques semaines qui disait que le continent africain était le continent le plus avancé au monde aujourd'hui dans la blockchain. Il faut savoir que le premier pays au monde qui a utilisé la blockchain pour faire de e-polling, du vote électronique, c'est en Afrique. C'est pas aux États-Unis. Je vous rappelle pas l'épisode des machines à voter américaines en Floride qui ont fait les joyeuses heures d'une certaine élection il y a quelques années. Donc on est bien en Afrique dans un territoire innovant et qui doit en même temps relever le défi finalement d'un investissement, d'un rattrapage, on va dire, dans les infrastructures productives, comme le dit la Banque africaine de développement. Voilà. Donc bien sûr que le smart, fait partie de toutes ces approches, toutes ces dimensions que l'Afrique se saisit au même titre que les autres territoires ailleurs, avec peut-être cette particularité, c'est que c'est plus dynamique. Donc probablement que l'impact, et comme il y a un rattrapage sur les infrastructures, l'effet de levier sera plus important, donc quelque part on a moins le droit à l'erreur, on va dire ça comme ça. Et on a plus de potentiel. Merci Stéphane Lelux. Guillaume, peut-être oui, donc par rapport à la question de Mamadou, là, donc Smart City, elles sont luxe pour l'Afrique. Je pense que ce matin, donc Jacques l'a redit également, donc une nécessité, mais aussi une formidable opportunité de développement, donc pour les citoyens, pour les entreprises. Et puis je voudrais revenir aussi derrière cette question à un autre point qui a été abordé ce matin et qu'il ne faut pas oublier. Donc dans tous les pays africains, c'est aussi un axe très important des politiques. C'est tout ce qui est smart agri. Donc il y a des populations urbaines, il y a des populations agricoles et l'enjeu de nourriture aussi donc est capital pour l'Afrique. Et c'est également une opportunité extrêmement forte autour des programmes de Smart Agri pour multiplier la production aussi africaine. Et si on veut, en dernier point, donc mixer aussi les deux sujets, donc Smart Cities et Smart Agri, donc il y a aussi ces programmes aussi d'introduction de Smart Agri au sein de la cité, et c'est aussi extrêmement intéressant. Très bien. Guillaume, franchement, le Smart City, c'est pas un luxe, et plus globalement, le digital en Afrique, c'est pas un luxe, c'est un moyen d'accélérer, de faire des leapfrog et autres, donc surtout pas un luxe. Très bien. Daniel, peut-être juste rajouter que, au-delà de la nécessité, il devient impératif derrière pour l'État de rattraper un peu les citoyens, parce que les Africains n'attendent pas l'État, donc ils sont devenus smart. Et par exemple, je donne un exemple, le e-commerce qui a beaucoup de mal à décoller, notamment au Sénégal. On a découvert que naturellement, il y a des marketplaces qui sont formés sur WhatsApp et sur Facebook et qui fonctionnent très bien. Et donc, ce qui fait que le modèle de e-commerce à l'européenne ou à l'américaine ne marche pas, mais il y a un autre e-commerce qui s'est créé d'une manière complètement différente. Donc, les Africains n'attendent pas, ils sont déjà smart. Donc maintenant, c'est à la vie aux États de les rattraper. Le message est passé. Merci Daniel, ça sera le mot de la fin. Je remercie nos chers panélistes donc de ce panel qui a été merveilleusement modéré par Jacques Moulin, directeur général de l'IDAT, Monsieur Jean-Michel Huette, partenaire chez Bearing Point, Stéphane Lelux, PDG de Tactis, Guillaume Boulin, qui est le directeur général de Sofrecom, et Daniel Sarr de Gain des 2000. Sur vos applaudissements pour cette panel.